Bonjour à tous, il est pratiquement l'heure, puisqu'il est 14h30. On va laisser encore quelques minutes à ceux qui ne se sont pas encore connectés. En tout cas, vous êtes avec nous pour une petite heure. On va parler inbound, outbound, on va parler opérationnel, on va parler retour d'expérience. Pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, vous avez un petit chat si vous voulez échanger avec nous, nous poser des questions. On a également la possibilité, pendant le webinaire, on va vous poser 2-3 questions, faire un petit sondage live, histoire d'animer tout ça. Hop, je vois que ça commence à se connecter. On est relativement nombreux cet après-midi, c'est chouette. Je vous propose, pour qu'on fasse venir tout le monde, qu'on commence tranquillement. Alors, comme vous le voyez, hein, aujourd'hui, je ne suis pas seul. J'ai la chance d'être accompagné par 2 camarades. On va commencer par Pauline. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, donc bonjour à tous. Je suis Pauline, donc directrice marketing et alliance chez TVH Consulting depuis 6 ans. Et du coup, prête à discuter avec vous d'inbound et outbound et comment on fait chez TVH. Merci Pauline. Quelques mots, Xavier ? Merci Benoît. Donc bonjour à tous. Donc je suis Xavier, cofondateur et CEO de la plateforme GetQuanti et partenaire de nomination, avec qui nous aidons les entreprises à identifier leurs visiteurs sur leur site web et les transformer en opportunités commerciales. On verra qu'avec ces outils comme d'autres, la problématique inbound et outbound est au cœur de la préoccupation de nos clients qu'on va partager. Et Pauline est d'ailleurs une cliente fidèle de GetQuanti et témoignera pour nous de ce qu'elle a mis en place. Merci Xavier. Donc en quelques mots, moi c'est Benoît, donc je travaille chez Nomination. Pour ceux qui ne connaissent pas, notre métier chez Nomination, c'est produire de la donnée. Alors produire de la donnée, c'est un peu large, mais si on veut être un peu plus précis, notre métier, c'est de recenser toutes les entreprises, les qualifier, les structurer, reconstituer les organigrammes. Puis toute cette data, on va la mettre à disposition de nos clients au travers de plusieurs outils, plusieurs plateformes. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir certains clients suffisamment satisfaits pour qu'ils puissent intervenir à nos côtés pour témoigner de leur pratique et de leur réussite. Donc encore une fois, Pauline, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, rentrons dans le concret, l'agenda. On va demander à Xavier de nous poser un peu on va dire le cadre de la discussion autour de l'inbound, outbound. On n'oppose pas, donc on va écouter tout ça et on va écouter Xavier nous poser ce contexte pour ensuite se plonger de manière très concrète chez Pauline, plus exactement chez TVH Consulting. On va voir un petit peu comment elle arrive à articuler ces deux approches au service de la lead gen et au service de la performance marketing de TVH. Et puis on terminera en essayant de voir concrètement comment on peut passer à l'action. On essaiera avec Xavier de vous faire part de nos retours d'expérience de manière la plus synthétique possible. Donc, une fois de plus, n'hésitez pas à rendre ce moment le plus interactif possible avec le chat. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui ont commencé à nous dire bonjour et à le prendre en main. Et puis, vous avez également un petit onglet sondage dans lequel on va régulièrement vous poser quelques questions pour essayer d'animer notre petit webinaire. Alors, Xavier, on dit souvent inbound, outbound, mais est-ce que à l'heure où on parle d'IA, où on parle de modern selling, est-ce qu'on peut encore opposer inbound, outbound ? Écoute, je vais essayer de répondre à la question, en tout cas d'apporter des éléments de réponse. Je ne sais pas si je peux faire passer. Voilà, exactement. Déjà, peut-être en reparlant des fondamentaux, qu'est-ce qu'on entend par inbound, outbound, puisque vous avez en général dans vos organisations, que ce soit marketing ou commercial, pour aller, on va dire, chercher des nouveaux clients, se pose la problématique d'aller justement rentrer en contact avec ces prospects. Et il y a en général deux approches, et on va voir que assez traditionnellement, elles s'opposent, et on voit les frontières un petit peu bouger. Ça va être tout l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Donc sur la partie inbound, c'est on va dire la technique classique plutôt des équipes marketing,
c'est beaucoup développé dans les dernières années, qui consiste à essayer de faire venir à soi, en réalité, ses clients par une approche très basée sur le contenu, grâce aux techniques digitales, le SEO, donc la possibilité de faire référencer son contenu de manière naturelle, mais également d'essayer aussi de distribuer à ses prospects des contenus additionnels via du marketing automation ou du nurturing. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans une approche de funnel ouvert au départ et de tamiser au fur et à mesure. C'est-à-dire que je fais un peu de la communication digitale et puis petit à petit, en regardant un petit peu ce qui vient avec de la conversion, je vais progressivement restreindre le funnel et in fine, j'espère distribuer des opportunités à mes commerciaux. Donc, c'est une approche très basée sur, voilà, sur faire venir à soi ses clients. Et de l'autre côté, on a une approche qui va être, on va voir pourquoi, outbound, donc plutôt je vais moi-même au contact de mes clients. En général, ça va nécessiter de cibler au départ, puisqu'on ne peut pas parler du coup à la terre entière. On va essayer d'économiser ses ressources en ciblant au départ ses clients. Par contre, ce sont des techniques en général payantes. Donc, c'est là-dedans qu'on va ranger toutes les campagnes d'achat de bannières, bien sûr, de mots-clés. LinkedIn s'est beaucoup développé sur le payant récemment, les réseaux sociaux, ou bien plus traditionnellement les bases de données qu'on achetait jadis, puisqu'avec le RGPD, on va voir que c'est un peu plus compliqué. Et on essayait d'activer ces bases de données en allant au contact, en diffusant son message vers ces cibles-là. Et récemment, avec les outils d'automation qui se sont développés au niveau des équipes commerciales, autour d'email, autour de LinkedIn, voilà, avec une approche, on va dire, de soi vers ses clients. Et donc, ce sont deux approches, en réalité, qui peuvent apparaître contradictoires ou parfois opposées, on va voir pourquoi, mais avant, on voulait vous poser quelques questions. Benoît. Oui, en fait, on s'était dit que pour un petit peu nous orienter aussi nos discussions, ça serait sympa de voir si au sein de l'audience, là vous êtes quasiment une petite centaine, à voir comment vous vous positionnez. Donc, n'hésitez pas à voter sur le côté, donc dans l'onglet sondage, voir si vous êtes plutôt team inbound, team outbound, ou si vous arrivez à être dans une logique un peu transverse. On va vous laisser quelques instants pour vous positionner. Xavier, je te propose, c'est de laisser l'audience répondre et puis de continuer un tout petit peu cette mise en situation. Cette overview. Voilà, et on reviendra sur un petit peu vos réponses. Alors, on va voir que ce sont deux processus en fait qui s'exécutent souvent dans l'entreprise de manière en parallèle. Et tout l'enjeu va de savoir est-ce qu'on ne peut pas, plutôt que de faire du parallèle, enrichir les deux processus l'un et l'autre. Alors pourquoi on a besoin de faire de l'outbound finalement? Pourquoi on ne peut pas se contenter, comme on le verra, de faire venir les clients à soi? Tout simplement parce que faire venir des clients sur son site notamment, ça ne génère aujourd'hui que 2% de conversion. Donc en fait, on imagine bien qu'il y a une forte déperdition et que ça ne va pas nourrir, on va dire, l'intégralité de la société. Donc souvent, on est obligé d'aller au contact de ses clients, notamment sur les processus commerciaux. Et la partie d'entrant représente en général moins de 20% de l'ensemble des leads qui vont être traités. Donc, quelque part, souvent, on est condamné à faire du sortant pour aller plus vite au contact de ces clients. On va avoir notamment tout ce qui est événements ou des campagnes en fait, sortantes pour accélérer, alimenter le pipe, comme on va dire assez couramment dans les entreprises. Même si on espérerait que les clients idéalement viennent à nous par notre communication. Et c'est également une tactique qui se développe beaucoup en ce moment quand on est sur des approches de niche ou d'ABM, Account-Based Marketing, donc en fait, dans lequel on décide d'aller vraiment focaliser vers certaines populations, certains comptes. Et on a vu un regain d'intérêt sur la outbound ciblée, on va dire. Puisqu'évidemment, c'est des actions qui sont payantes et qui engagent beaucoup de ressources. Alors, pourquoi l'inbound reste aussi populaire et indispensable dans les entreprises? D'abord parce que on a la chance d'avoir chacun un site web qui va être le point de rencontre finalement de toutes nos actions, notamment outbound ou tout simplement par rapport à notre communication, la présence de la marque. Aujourd'hui, on va au contact des fournisseurs en cherchant dans Google et en arrivant sur le site web. Donc, on sait que vous avez une espèce de superbe vitrine virtuelle
La moindre des choses, c'est d'aller voir quelque part qu'est-ce qui vient. Si vous avez la chance d'avoir fait venir à vous des prospects, on imagine bien que la partie inbound va être une manière de pouvoir capitaliser sur tous ces efforts. C'est aussi une manière sur l'inbound de mesurer un petit peu son audience et l'impact de ses actions sur la durée, et de ne pas être dans une logique de campagne vraiment unitaire, de coup de poing, comme on l'est souvent avec l'outbound. Là, ça va vraiment être le travail de fond, c'est-à-dire comme ça qu'on voit notamment la partie SEO, qui est une espèce de progression structurelle, on va dire, de la marque et de sa présence sur Internet. Et c'est aussi des processus qui sont en général plus longs, mais qui vont permettre d'accompagner les clients progressivement dans la découverte de la valeur de l'entreprise, là où la outbound a ce côté un petit peu très, entre guillemets, commercial. On est obligé de faire venir en un instant quelques prospects, donc ça oriente sur des messages très court terme. L'avantage de l'inbound, c'est qu'on peut travailler vraiment sur la valeur. On peut nurturer ce qu'on appelle, c'est-à-dire on va mettre des scénarios sur du temps long, et puis derrière, effectivement, au fur et à mesure, pouvoir maturer en fait ces clients et délivrer à des commerciaux des leads mieux qualifiés, puisqu'on aura pris le temps de les faire monter en valeur. Alors, pourquoi on les oppose? Tu voulais intervenir sur les résultats peut-être? Oui, en 2 mots, je pense qu'on a la meilleure audience possible, puisqu'à 74%, les gens sont déjà persuadés qu'il faut faire les deux et que l'un alimente l'autre. Donc, nous avons une audience d'experts et avec des processus probablement déjà pas mal en marche. Donc, plutôt intéressant. Très bien. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que vous avez la bonne intuition, puisque ce sont des processus qu'on oppose souvent et qui sont, parce qu'ils sont souvent déconnectés, on va dire que si on caricature de manière un peu grossière, on va dire que le marketing fait de l'inbound, ou historiquement fait de l'inbound, fait de la com, et puis fait venir des gens sur son site et prend le temps avec des scénarios plus ou moins compliqués, de faire monter en valeur les prospects. Le problème, c'est qu'on a l'impression que ça met beaucoup trop de temps et qu'au final, on perd beaucoup d'énergie. Et les sales, assez naturellement, on les catalogue très vite sur de la chasse, du sortant et une forme d'urgence de faire du chiffre. Et donc, c'est des processus qui n'ont pas le même temps et qui sont souvent non seulement déconnectés, mais même parfois, on va dire, un peu catalogués l'un sur le marketing, l'autre la chasse. Ce qui on va dire, conforte cette impression, c'est que comme on a du mal à mesurer de bout en bout ce qui se passe entre les processus long marketing et ce qui se passe sur les processus commerciaux, d'autant plus qu'ils ont maintenant chacun leurs outils. Donc, chacun a son automation. Il y a le sales automation d'un côté, il y a le marketing automation de l'autre. On va mesurer chacun son efficacité et on ne voit pas bien en fait quelle est l'interaction et comment ces actions se nourrissent l'une l'autre, alors qu'on en est sur le fond convaincu, mais on a du mal à le concrétiser. En termes d'organisation, au-delà des outils, effectivement, il y a aussi un peu d'historique, des équipes qui n'ont pas forcément l'habitude de se parler, ou par l'histoire, en fait, on travaillait un peu, on va dire, sur des cils un peu grosse maille côté marketing, et puis sur parfois du très fine maille au niveau du commercial. Ça ne se parle pas toujours. Et le résultat, c'est qu'en fait, on a des choses qui s'exécutent sans cohérence, parfois avec des dégâts, des actions commerciales ou des actions marketing sur un lead qui est déjà engagé. Tout ça peut générer non seulement de la friction, de l'inefficacité, voire une mauvaise image auprès des clients. Donc, on ressent bien qu'on a un intérêt à faire cohabiter ces deux processus, chacun indispensable. Alors, je pense que là, on a bien, et merci Xavier, on a bien posé le débat, on a bien compris ces deux approches-là. Je pense que vous êtes tous convaincus de la nécessaire articulation. Et ce qui va être intéressant maintenant avec Pauline, c'est de plonger un peu dans le cœur d'une organisation. Et merci encore, Pauline, de nous ouvrir un peu le capot, de nous faire part de comment ça se passe chez toi. Peut-être pour bien comprendre, est-ce que tu peux, s'il te plaît, un tout petit peu nous présenter qui est TVH Consulting pour qu'on comprenne bien? Oui. Donc, TVH Consulting, on est intégrateur et éditeur des solutions ERP, BI de Microsoft et SAP. Donc, SAP S/4HANA et Microsoft Finance and Operation, la BI, Power BI, SAP Analytics Cloud. Et tout récemment, on vient de racheter un acteur de la cybersécurité pour vraiment avoir une proposition de valeur forte auprès de tous nos clients communs. Donc voilà qui on est. On réalise 40 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui avec 200 collaborateurs.
Et si je peux faire un petit peu d'histoire chez TVH, donc quand moi je suis arrivée en 2016, c'était une personne à mi-temps au télémarketing, moi et une assistante qui nous a rejoint 3-4 mois après. Donc le challenge a été de bien cerner ma base de données qui en fait était pas forcément travaillée. Il y avait quelques initiatives outbound dessus. Et surtout, ce que j'expliquais aussi à Benoît et Xavier, c'est la relation que la direction avait avec des cabinets de conseil, avec des clients, avec des partenaires. Et donc, du coup, tout ce que ces bruits pouvaient générer comme opportunité qui était du coup traité par cette personne au SDR, chez les SDR. Et donc, du coup, c'est vrai que ma base était désuète. Donc, moi qui ai connu nomination dès que je suis sortie de l'école en 2012, je me suis dit, je vais prendre nomination. Donc, déjà, à l'époque, on a repris nomination pour essayer de rendre plus qualitative cette base, enrichir aussi pour trouver des nouveaux contacts. Mais au bout d'un an, 1 an et demi, on s'est rendu compte que, mais comme je l'avais connu chez Nomination, c'était vraiment du CAC 40, grande société, et je m'y retrouvais pas en fait sur les ETI qu'on pouvait adresser à l'époque, entre 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et 100, 150 millions, 200. Enfin, il y avait quelques comptes, mais pas tant que ça. Donc, on a décidé d'arrêter pour tester d'autres outils. Et ce switch, il a pu être fait aussi parce qu'on avait vraiment une direction qui croit dans le marketing et dans le commerce. Donc, on a pu tester, on a pu rater. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a quelque chose qui permet de répondre à l'inbound, à l'outbound, et donc d'avoir un bon alignement sales marketing. Alors, pour rentrer peut-être un peu plus dans le détail de tes enjeux de manière un peu plus opérationnelle, et il y a une question dans le chat de Romaric sur aujourd'hui la taille de l'équipe marketing. Oui, et ben voilà. Donc, pour 40 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, donc on a 4 marketeurs à temps plein et on a 3 personnes, donc SDR ou plus communément télémarketeurs. Et ça, c'est une particularité. Je pense que toutes les entreprises ne sont pas structurées comme ça. Les SDR sont vraiment rattachés à la direction marketing et font le pont, en fait, avec nos commerciaux, chasseurs et bases installées. Donc, tout confondu, là, je vous ai mis sur tous les produits. On a 4 chasseurs et 5 commerciaux sur la base installée. Donc, on a un objectif qui est assez ambitieux puisqu'on est soutenu par un fonds d'investissement. Donc, c'est vrai que notre croissance au marketing, sur l'inbound, sur le commerce, a aussi été corrélé par rapport à ces objectifs impulsés par le fonds et notre direction générale. Donc, c'est 100 millions d'ici 3 ans. Aujourd'hui, on a environ 400 clients déjà tous ensemble. L'enjeu premier, c'est surtout cette base installée de clients où on va pouvoir aller détecter des nouvelles opportunités en cross-selling et ou en upselling. Et donc, la même chose, du coup, d'aller identifier des nouvelles opportunités demain sur le marché. Juste pour que vous l'ayez en tête, parce que ça peut avoir aussi, en tout cas sur nous, on traite différemment les leads. Les paniers moyens ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est un challenge qui est lié aux croissances qu'on a eu ces dernières années. L'ERP, c'est un panier moyen un budget à 800 000, 1 million, ça va dépendre. La cyber et la BI, c'est des missions, donc on va être autour de 20 000, 30 000, ça va dépendre. Mais ces paniers moyens, du coup, sont différents puisque l'objectif, évidemment, de closing derrière ne va pas être le même. Et donc, la lead gen qu'on va devoir fournir, évidemment, va devoir être plus forte sur la cyber et la BI. Alors, on va rentrer maintenant, je pense, dans l'ultra concret. Tu avais utilisé un terme quand on avait préparé ce webinaire de machine à lead. Alors, est-ce que tu peux un peu nous révéler les secrets de l'organisation de ta machine à lead ? Alors aujourd'hui, comment on a essayé de structurer ça, même si ça a été progressif, on a beaucoup testé, comme je vous l'ai dit. La première transformation, elle s'est opérée en 2017-2018 avec une première refonte de site. Où là, on s'est fait accompagner par l'agence Magnetic Way sur l'inbound,
sur le contenu, le SEO. Puis après, on a eu des rachats, on a eu le fonds qui est arrivé et puis on a dû de nouveau se retransformer avec un nouveau site qui date de 2021 où là, on s'est dit, le site web, il faut que ce soit vraiment le commercial 24/7 qui a des formulaires partout, des vidéos, des replays pour essayer de capturer la data en inbound. Mais grâce aussi à GetQuanti, heureusement, en outbound. Et cette inspiration de machine à lead, on l'a structurée au fur et à mesure, mais on a essayé de la corréler à ce que GetQuanti aussi suggère à ses clients et ce que pour eux-mêmes appliquent, à savoir une notion de gestion des leads par top lead. Donc, on a différentes sources. On a les demandes entrantes, on a les contenus où ça peut générer potentiellement de la demande entrante parce qu'il y a un formulaire, mais on peut avoir des contenus aussi type SEO, où là, on va traquer la visite grâce à GetQuanti. On va avoir les webinars, donc les leads GetQuanti, pour le coup, ça peut être uniquement des personnes qui arrivent directement en nous cherchant via Google et pas forcément liées à un contenu sur lequel ils pourraient tomber par divers moyens. Et donc, c'est là où inbound, outbound se rejoignent. Et les listes ABM qu'on a structurées avec nos commerciaux pour avoir, encore une fois, un bon alignement sales marketing et qu'on suit et qu'on enrichit grâce à Nomination, puisque Nomination nous délivre toutes les semaines une newsletter de ces comptes qu'on suit en priorité et en parallèle d'autres comptes qui nous permet du coup d'être le plus pertinent possible dès que l'on adresse la société, avec vraiment un message personnalisé sur son actualité, sur sa prise de poste, sur une information liée à un projet IT ou un changement de logiciel qui nous intéresse, ou une fusion-acquisition aussi, puisque c'est une expertise qu'on a. Donc voilà, les différentes sources. Ensuite, on remet dans un tableau afin de l'importer directement. Et oui, on n'a pas forcément tout automatisé dans notre CRM, qui est Microsoft Dynamics, évidemment, et qui est livré, du coup, le lundi matin à notre équipe SDR. Donc, le marketing fait un peu le tri, surtout sur la partie, éventuellement des étudiants, des partenaires, où là, ça va plus être directement chez moi sur la partie alliance. Et donc, on livre quand même des leads déjà dans un premier temps, des MQL quand même assez qualifiés à l'équipe SDR. Moi, j'ai une question, je pense qu'il peut être intéressante pour tout le monde. Est-ce que tu arrives à faire tu peux nous partager une répartition en volume de tes leads entre la partie vraiment inbound contenu et puis la partie un peu plus outbound sortant? Est-ce que tu arrives à faire cette répartition et avoir quel pourcentage tu dirais, toi? Ouais, alors le KPI que j'ai pu identifier, alors je suis repartie sur mes 6 derniers mois, en sachant que voilà, cet été, ça transforme moins, mais on était sur 245 MQL, donc comme je l'ai dit, qualifiés, étudiants, partenaires, etc., sortants. Et sur ce volume-là, donc je l'ai remis par semaine, ça faisait 12,50 à peu près par semaine. Et on est à 9 inbound et à peu près 3,5 outbound. En sachant que dans ce chiffre, ce que je ne vous compte pas, c'est cette base de données qu'on a qualifiée depuis 6 ans et qui, pour 80% des comptes, n'est plus une base de données entre guillemets à froid, parce que c'est des personnes qu'on a régulièrement au téléphone, qu'on suit. Donc, on sait que potentiellement, ils ont déjà eu un changement de RP, mais on va se mettre un rappel beaucoup plus loin dans le temps pour savoir comment ça se passe, parce que des win-backs, ça existe, parce que l'arrêt d'une TMA et du support, ça existe, parce que derrière, potentiellement, il peut y avoir de l'upselling sur nos autres produits et encore plus à venir si on rachète d'autres structures. Donc, ceux-là, on les suit, on les nurture, et donc, c'est aussi de l'outbound. Mais ils peuvent être aussi, à un moment donné, en inbound. Parce qu'on se rend compte que les SDR, quand ils n'arrivent pas à les joindre malgré certaines relations, ils envoient un email et puis 2-3 mois après, on va les voir réapparaître sur GetQuanti et pas forcément avec une transformation d'un formulaire rempli, mais juste l'adresse IP comme GetQuanti le fournit. Et comme le CRM est plutôt bien fourni, du coup, le SDR fait rapidement le lien
avec sa dernière action de l'email envoyé à cette personne et la société qui revient ayant cliqué sur, évidemment, le bon lien que le SDR a envoyé il y a 3 mois. Donc, ça permet du coup de relancer des discussions si on arrive à les obtenir au téléphone, ce qui est de plus en plus difficile. Hein. Avant Covid, on était à 8 appels pour un décideur au téléphone. Et post-Covid, on est à 10-15 pour un au téléphone. Donc, aujourd'hui, on utilise aussi des outils comme Casper pour essayer de récupérer des emails et des numéros de téléphone pour aider les SDR. Mais on a aussi LinkedIn Sales Navigator qui, du coup, peut permettre, si cette personne revient 3 mois après, par exemple, d'engager la discussion sur LinkedIn, mais avec tout de suite le bon angle, parce qu'on sait qu'il a cliqué sur tel sujet, en fait. Ok. Je disais, Pauline, quand on a préparé, j'ai trouvé intéressant, c'était une approche historique de détection de projets de type Persimilaire, parce qu'il y a peut-être des clients, des gens dans l'audience en fait qui utilisent ce type de plateforme, qui sont des bons moyens de détecter des projets chez les clients à base d'enquête, ou en tout cas, ils essayent d'apporter une information comme quoi il y a un projet probablement de remplacement de CRM, de RP. Et tu disais que tu avais gagné finalement pas mal d'anticipation de ces projets-là en observant ce qui se passait sur ton propre site. Oui, c'est ça. Donc, tout à fait, on a été en partenariat avec Persimilaire, l'IDEO et même une période Coeffici. Et en fait, on s'est rapidement… alors, au début, ça marchait quand je suis arrivée, 2016, 2017. Et puis, rapidement, quand on m'a demandé de structurer l'équipe et qu'on est monté à 4 personnes, forcément, on arrivait 3 mois, parfois même 6 mois, avant la détection du lead de Persimilaire, l'IDEO ou Coeffici. Donc, on en a eu sur les premiers temps. Mais rapidement, on a pu justifier auprès du coup de ses partenaires qu'on avait eu les interlocuteurs au téléphone et que voilà, le projet en effet était en réflexion ou que c'était pas pour tout de suite, etc. Donc, ce qui a été plus compliqué parce que les crédits sont à utiliser dans un temps imparti. Donc, on a rapidement fini les contrats. Et ce qui nous a permis aussi de voir que 4 personnes, enfin à l'époque, là avec la croissance, il va falloir qu'on revoie, mais 4 personnes permettaient bien d'absorber toute la base qu'on avait déjà et plus potentiellement les nouveaux top leads, du coup qu'on pouvait être amené à créer encore plus maintenant depuis 1 an grâce à Nomination quand il y a des nouvelles sociétés que nous n'avons pas identifiées ou même via CF News qu'on utilise qui nous permet aussi d'identifier des sociétés en puissance, soit des licornes, soit des startups plus précisément dans les biotechnologies ou bien des fusions-acquisitions. Alors là, je pense que tu as utilisé un terme hyper important la notion de top lead, la notion de scoring. Et je pense que ça va permettre de répondre en partie à une des questions qui est arrivée, puisqu'on a eu pas mal de questions là dans le chat, voir ce qu'il y a des différences de transformation entre les leads inbound et les leads outbound. Je pense qu'on peut répondre en partie à cette question en regardant la manière dont tu structures en fait ta notion de top lead. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que tu entends par top lead ? Alors, donc, top lead est une notion GetQuanti. Merci GetQuanti. Top lead new, donc ça va vraiment être une société qui est du coup nouvelle pour nous, qui télécharge un nouveau document qu'on ne connaissait pas, une société qui nous fait une demande entrante, enfin voilà, une nouvelle société, un nouveau lead qui vient voir un replay de webinar, n'importe. Un top lead ABN, c'est, comme je le disais tout à l'heure, une liste de comptes qu'on a prédéfinie avec nos commerciaux, évidemment en accord avec Microsoft et SAP, et qu'on va suivre de près via les outils, encore une fois, qu'on a, GetQuanti en faisant partie, Nomination évidemment, et puis CF News si besoin. Alors après, on a un jargon dans notre CRM avec un suivi de statut de nos leads. Donc, quand ils sont top lead new et qu'ils arrivent dans notre CRM, donc le lundi matin livré à l'équipe, c'est des nouvelles entreprises identifiées en 2.0, en 2.1. Et en fonction de l'information, elle a téléchargé un livre blanc, elle a vu un webinar. Déjà, ces informations de base permettent au SDR d'avoir une idée de comment les approcher parce qu'il y a déjà eu un contenu derrière.
Donc, pour eux, c'est plus facile, mais évidemment, ils n'ont pas le droit d'appeler une société. S'ils n'ont pas un minimum, regardez ce que cette société fait, son chiffre d'affaires, et du coup, quelle est une dernière news importante pour eux, pour pouvoir engager une discussion. Voilà, le but n'étant pas parler de TVH, mais de parler d'eux. Je pense que tout le monde a cette notion-là pour les valoriser, leur mettre en avant un KPI, que ce soit du marché, où on essaye de faire de plus en plus aussi d'études. On a fait le baromètre de la transformation digitale l'année dernière. Là, on est en train d'en faire un sur l'agro, les coopératives agricoles, pour que du coup, on ait aussi une certaine, vu qu'on est expert, qu'on puisse parler, grâce à cette expertise soutenue par un chiffre, pour introduire les discussions. Et si malheureusement, nous n'arrivons pas à avoir ces personnes sur différentes étapes que vous verrez après, ces personnes vont donc partir dans ce qu'on appelle du REA, donc des scénarios d'engagement sur différentes typologies de personas, l'IT, la finance, la prod, avec des messages à chaque fois différenciés, qui vont venir du coup s'alimenter automatiquement en parallèle des efforts quand même des SDR qui vont être téléphoniques, LinkedIn Sales, SMS, voilà, on a testé plein de trucs. Et ça va être à peu près similaire sur l'ABM, sauf qu'il y a vraiment un sales pitch beaucoup plus poussé et argumenté qui a été préparé en corrélation avec les commerciaux, avec Microsoft et SAP. Et que du coup, là, il y a, on va dire, un effet double. Il y a les SDR qui ont une stratégie sur ce compte avec des personnes cibles et les commerciaux en ont d'autres pour ce même compte. Et on essaye de croiser et de se tenir au courant des informations à gauche à droite qu'on obtient sur ces comptes pour être plus pushy et réactif. Je crois, Xavier, est-ce que tu as une question? Parce qu'il y a encore une fois quelques questions qui passent dans le chat. Il y avait des questions autour de l'opt-in. Je pense que on en a parlé. En fait, je trouve que dans ton illustration, on voit bien que c'est parce que tu as deux typologies, voilà, des nouveaux prospects et des listes que tu suis dans le temps. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois tu les adresses simultanément. Donc en fait, vu que toutes ces entreprises vont venir sur ton site, tu les repères bien, tu les catégorises bien, et en même temps, tu vas les recibler de manière différenciée. Donc, tu expliquais que si c'est des topics d'ABM, tu ne vas pas leur parler de la même manière. Et là, je trouve que tu illustres parfaitement ce qu'est cette réconciliation, on va dire, entre ces différents processus. On fait des actions sortantes, on fait revenir sur le site, on repère et on peut orchestrer intelligemment les choses comme tu l'as fait dans ton business. Et tu disais que tu visais 6 actions en 2 semaines, c'est-à-dire que tu as une forme aussi d'urgence, et ça, je crois que c'est aussi un message important, en tout cas qu'on découvre avec nos clients, c'est qu'effectivement, quand c'est le moment de passer l'action, c'est-à-dire que GetQuanti va servir à détecter, par un peu de scoring, le moment où ces leads se réchauffent, où un projet semble se concrétiser, c'est là qu'il faut pouvoir ensuite passer à l'action, parce que tout ça engage des ressources. Donc toi, tu le fais de manière ultra personnalisée, en allant chercher les dernières news, donc tu n'es pas dans de la robotisation sur cette partie-là du processus. L'automatisation t'aide à identifier les prospects sur lesquels tu vas faire une action personnalisée, avec pas mal d'intelligence humanisée de ton côté. Je trouve que c'est une articulation assez intelligente je pense à la fois des automates et des humains. Tu fais la bonne transition, je pense, pour zoomer un tout petit peu sur ces 6 étapes de qualification. Est-ce que tu peux un tout petit peu nous les présenter, Pauline, et ensuite on zoomera peut-être sur un ou deux. Alors c'est pareil, du coup, c'était pas forcément quelque chose qu'on faisait aussi processé. C'est encore une inspiration GetQuanti. On le faisait, mais on ne se donnait pas une échéance. Et là, le fait de se donner une échéance de 15 jours pour essayer d'obtenir une conversation ou un rendez-vous, c'est vrai que ça dynamise l'équipe, les efforts. Et même si au bout de 15 jours, on n'a pas forcément eu d'interlocuteur, c'est pas grave, on va décaler dans le temps, mais au bout de 15 jours, on fera toujours un point sur les personnes qu'on n'a pas eues et on va réfléchir ensemble à la stratégie pour les réembarquer différemment ou peut-être rien de faire pendant 3 mois et qui vont réapparaître grâce à GetQuanti. Donc, la première chose, c'est un email d'introduction. Cet email d'introduction, en fonction, vous l'avez vu, des top lead new, en fonction de l'ABM, et puis on va dire, de la chaleur ou du statut qu'on aurait dans le CRM, on va faire un email d'introduction soit avec Outlook,
soit quelque part, il a déjà eu l'email d'introduction parce qu'il vient comme ça. Donc, on peut avoir déjà sauté cette étape potentiellement, puisqu'on mixe bien in-band à out-band. Et ensuite, du coup, par rapport à ce clicker ou si ça a transformé, on va essayer de faire un email plus formel, donc là, personnalisé, avec une actu, avec le lien de ce qu'il a pu lire, de ce qu'il a pu avoir dans le mail d'introduction. Donc, tout ça, c'est tous les 2 jours. La troisième étape, c'est tenter un appel avec les informations qu'on a déjà dans le CRM. Donc, je fais le lien avec l'opt-in. On a un CRM qui est très riche déjà depuis 6 ans. Donc, en fait, c'est déjà des contacts qu'on a dans le CRM qu'on va adresser. On a déjà les opt-in, puisque du coup, on s'est aligné RGPD, donc on a déjà les accords. Et lorsqu'on est amené à enrichir des nouveaux contacts, on a des cases spécifiques dans le CRM où on traque que l'information vient de Nomination, l'information vient de GetQuanti, l'information vient de Casper. Comme ça, en cas de demande RGPD, on peut livrer un fichier Excel avec l'autorisation du prospect qu'on a eu et du coup la source du contact qu'on a obtenu. Au bout de la première semaine, David, notre team leader, fait le point avec ses équipes sur la livraison qui a eu lieu le lundi, il y a 15 jours avant, où on en est. Voilà, est-ce qu'on a réussi à le joindre? Oui, non. Est-ce que ça a réagi? Est-ce qu'il n'y en a pas une autre stratégie d'attaque? Et donc là, ça relance du coup l'équipe dans une autre dynamique sur la semaine d'après pour tenter un autre canal. LinkedIn. Le SMS, on l'a tenté lors d'un événement qu'on a fait au mois de juin. Et on avait personnalisé des SMS par rapport au retour client qu'on avait, de Rex, de clients qui venaient intervenir, au regard du secteur du prospect. Et donc, on a eu des oui, des non, mais au moins, on a eu des retours en SMS. Donc, on était plutôt contents et on s'est dit que c'était un canal à exploiter dans le futur. On n'a pas encore appuyé sur le bouton, mais là, on est en train de créer aussi des mini-vidéos. Alors là, c'est une best practice des SAP. Vous recevez un mail et au lieu d'avoir du texte, vous avez la tête du SDR qui vous dit bonjour, je sais que votre problématique c'est ça. Bon, on va tester. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait dans le chat, mais avec plaisir pour avoir votre retour. Et ensuite, si ça ne fonctionne pas, 5e étape, un call et un email de clôture. Pareil, on a essayé des formats plutôt soft, on va dire. On a reçu nous-mêmes par d'autres partenaires des emails de clôture un peu secs. Donc, on n'est pas allé jusque-là. Voilà, en disant j'ai tenté de vous joindre à plusieurs reprises. Je pense que vous n'êtes peut-être pas le bon interlocuteur. Est-ce que monsieur Intel, puisqu'on a de la data dans notre CRM, on a de la data sur nomination, serait la personne à contacter? Bon, peut-être qu'ils vont nous répondre ou pas. Mais en tout cas, nous, on sait aussi que c'est un interlocuteur à rajouter et à faire vivre. Tout ça, ces 6 étapes, c'est pas forcément un interlocuteur, enfin pas le même en tout cas pendant ces 6 étapes, ça peut être différent. Ça peut être un email de clôture aussi qu'on envoie grâce au REA de GetQuanti. Et grâce à l'outil GetQuanti et Nomination, plus un petit plugin Chrome qui est disponible via GetQuanti et qu'on peut activer lorsqu'on est sur LinkedIn et sur Nomination. En fait, ça permet tout de suite, en un clic, d'embarquer un contact qui m'intéresse dans cette mécanique de REA et de scénario automatisé. Donc, c'est un moyen d'avoir en gros 2-3 étapes peut-être supplémentaires, mais qui peuvent arriver au canal 4, à l'étape 4, c'est possible aussi. Et donc, de solliciter un DSI en parallèle d'un autre persona. Et ça, c'est plutôt pertinent parce que ce plugin, en fait, vous montre l'historique de la société. Donc, la société a visité tel et tel et tel. Si un jour, la personne a converti un document, alors vous allez aussi pouvoir voir directement dans GetQuanti que cette personne a converti, si tant est que vous ayez mis les outils nécessaires de GetQuanti sur vos emails. Et du coup, vous êtes encore triplement pertinent parce que vous savez qu'il faut embarquer cette personne dans tel scénario parce qu'elle a visité tel sujet et que vous pouvez l'embarquer sur une autre histoire ou un autre sujet qui peut l'intéresser. Alors, Pauline, il y a une question d'ailleurs dans le, oui, dans le chat, justement.
Excuse-moi, Xavier. En fait, je voulais rebondir effectivement sur le fait qu'on voit que tu as une approche hyper personnalisée et très pointue, avec, tu as cité des informations que tu arrives ou que la plateforme arrive à te mettre entre les mains, mais derrière, il y a de l'humain. Il y a une question de Tamsir et qui rejoint aussi une question de Riksha sur est-ce que tu en tiens compte pour décider de quel canal ou pas? Est-ce que finalement ça change ton choix de canal d'interaction d'une part, et d'autre part, quel est le temps finalement que tu fais consacrer aux équipes humaines avant la prise de contact par rapport à toutes ces informations, et avec certainement un peu l'interrogation de est-ce que c'est pas ultra chronophage, est-ce que ça en vaut la chandelle, etc. Alors, on sait que c'est chronophage, surtout quand on a des nouvelles personnes dans l'équipe. Parce que du coup, c'est déjà des nouveaux sujets pour eux. Le RP, la BI, la cyber. On a beaucoup d'offres, on a beaucoup de secteurs. Donc, c'est pas forcément évident déjà de base de se retrouver sur tous ces sujets-là. Donc, du coup, sur ces sujets, on essaye de tricher. David, ayant quand même 5 ans d'expérience maintenant dans l'entreprise en tant que team leader, évidemment, il maîtrise ces sujets, donc il va être plus rapide. Et donc, on essaye que les juniors qui arrivent dans l'équipe soient en priorité formés sur la découverte du lead. Donc, parce qu'il faut qu'ils aient moi, j'ai été formée comme ça, mais il faut qu'on ait la notion de l'entreprise. C'est quoi une entreprise? Pourquoi elle fait? C'est comment elle est structurée? C'est quoi un DSI? Donc, voilà, on n'a pas tous cette connaissance. Donc, on essaye de les former sur ça. Et au début, le discours va être forcément un peu plus light, mais ils vont avoir comme objectif de prendre du rendez-vous pour David. Et au fur et à mesure, c'est comme ça, en fait, en faisant les calls en binôme, qu'ils vont monter en compétences et en efficience dans les différents appels et se sentir plus à l'aise sur les mini-sales pitch. Au lieu de 2 lignes, ils vont en rajouter 4 et ainsi de suite. Et la responsable marketing de l'équipe a aussi structuré tout un document avec... première étape, il est dans tel secteur, c'est un DSI, je lui envoie tel document, tel article de blog, et derrière, pour convertir, c'est tel livre blanc. C'est un DAF, il est dans tel secteur, j'ai tel article de blog et j'ai tel livre blanc. Et donc, en fait, pour les SDR, c'est super simple. Ils vont dans ce tableau, ils voient le persona, ils voient ce qu'il a potentiellement déjà regardé, s'il arrive de GetQuanti ou si c'est un new, et il sait du coup la deuxième étape de conversion qu'il va devoir lui envoyer. Donc, on a essayé de faire comme ça pour monter les gens en compétences. En tout cas, sur un top lead news, ce qu'on sait, c'est que c'est à peu près 10-15 minutes de recherche sur l'entreprise pour avoir le chiffre d'affaires. Après, avec nomination, c'est super rapide. Pour avoir la description de la société, le chiffre d'affaires, d'avoir déjà les bons interlocuteurs, les emails, les numéros de téléphone. Et au pire, on a Casper. Donc ça, c'est pour une nouvelle société. Mais comme je vous l'ai dit, on a à peu près 15 000 sociétés dans le CRM avec encore des sociétés hors cible pour nous d'un point de vue ERP, mais qui vont demain re-rentrer dans notre giron, puisque du coup, c'est du business potentiel pour la cybersécurité également. Et donc, du coup, ça veut dire que le flux de sociétés qu'on a déjà traité, on sait déjà ce qu'elles font, on sait déjà le chiffre d'affaires et on a déjà l'historique. Donc, en fait, on a déjà une base, donc on n'a plus besoin de chercher. En fait, tout est dans le CRM. Je ne sais pas si ça répond à la question de... Je pense que ça répond pas mal à la question. Je vois que le temps passe, le sujet est passionnant. Est-ce qu'on peut peut-être juste accélérer un tout petit peu pour parler résultats parce que je pense que c'est une des questions qui sous-tend les échanges que nous avons, c'est est-ce qu'au final, investir autant de temps dans le traitement qualitatif humain des leads, est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça marche? Alors, donc en lead ciblé, c'est ce que je vous disais, j'ai fait le calcul sur les 6 derniers mois, puisque Top Lead, on l'a mis en place il y a 6 mois à peu près. Donc, c'est 12,5 leads qualifiés par semaine. Donc, 9 en inbound, 3,5 en outbound, en dehors de tout ce qu'il y a déjà aussi en quotidien à traiter, qui est historique de notre CRM. La partie partenaire, on en a parlé. Et donc, sur les closings, là, c'est des closings parce que je n'ai pas fait le calcul BI cyber, on vient de racheter, donc non. Mais là, c'est uniquement des closings ERP. En sachant que sur un closing ERP, vous avez vu le panier moyen. Donc là, pour ceux de cette année, on est à beaucoup plus. Donc évidemment, le budget marketing est rentabilisé sur les 3 prochaines années largement. Je pense que ça, c'est un point hyper important, effectivement.
au plus les paniers moyens sont élevés, on le voit chez nos clients, au plus on est capable d'investir du temps dans la qualité, dans le traitement des leads. Évidemment, si vous avez des paniers à 5K, c'est compliqué de passer autant de temps à qualifier chaque lead. Donc là, ce que je retiens, moi, c'est qu'en tout cas, quand on est sur des paniers élevés et donc sur un terrain de jeu qui n'est pas énorme, des entreprises capables de s'offrir des ERP à 800K en panier moyen, mécaniquement, tu es forcément sur un terrain de jeu un peu réduit, plutôt grand compte, voire ETI. Et effectivement, je trouve que le dispositif que tu as mis en place est particulièrement efficace pour justement traiter cette problématique de j'ai peu de leads. 12,5, ça peut paraître faible, mais une fois de plus, il faut le mettre en regard avec le terrain de jeu, mais peu de leads, extrêmement bien traités pour maximiser le closing. Donc je pense que c'est vraiment une approche vraiment très très intéressante. Et en tout cas, quand on avait fait la préparation tous les trois, avec Xavier, on a trouvé que c'était particulièrement abouti. Après, peut-être que dans l'audience, il y a des personnes qui sont en effet sur des volumes, des paniers moyens plus petits, comme on a sur la cyber ou la BI. Ce que moi, je note, c'est que sur ces cibles-là, je trouve qu'on a plus de volume, même en termes de visites. On a un site web de tutoriel qui est dédié à la BI. Il faut savoir que sur TVH, en visite, on est à 5000 visites mois. Sur cet autre site, on est à 15 000 visites mois. Donc, on a évidemment mis GetQuanti dessus, vous imaginez bien. Et ce volume, aujourd'hui, je crois que notre team leader est connecté. Sur la BI, forcément, ça va plus vite à signer et à closer. Certes, il faut en avoir plus, mais j'ai aussi plus de volume. Alors que sur le RP, j'ai moins de volume parce qu'un ERP, une fois qu'il est installé, c'est 10-15 ans. Là, avec le cloud, je pense qu'il y aura de moins en moins, ça va être des montées de version, enfin des upgrades, mais je veux dire des changements. De tous les 3 mois liés au cloud. Mais donc, il ne va plus y avoir cette notion demain, à part qu'il y ait une révolution de migration. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a moins de leads et qu'il vaut mieux faire de la qualité que de la quantité sur la partie ERP. Mais sur la partie BI, le discours aussi est plus simple, c'est pas le même. Les commerciaux, c'est pas la même chasse. Donc, ils nous accompagnent aussi différemment sur cette partie GetQuanti. Et donc, c'est vrai qu'on signe plus en un temps plus court. Donc, il y a aussi des résultats. Et si on peut avoir juste une idée du cycle de vente, du durée du cycle de vente sur ces deux... Sur le RP, allez, si je suis optimiste, 1 an et demi. Mais j'ai des leads que j'ai identifiés à un salon en 2016 et on les a signés en 2018. Pas mal. Donc, en fait, ça dépend. Il suffit qu'il n'y ait plus de budget, il suffit qu'il y ait une crise, il suffit qu'il y ait le Covid, il suffit que... Voilà. Mais vraiment, en moyenne, après, il y a des contextes différents. Il y a des prospects qu'on va signer en 6-8 mois, mais ça reste rare. Merci beaucoup, Pauline, pour tous ces éléments. Il nous reste 10 minutes pour essayer d'aller au bout de notre webinaire. On s'était dit avec Xavier qu'il serait intéressant pour faire un petit peu la conclusion, de vous poser la question presque la même qu'au début, mais finalement légèrement différemment. Est-ce que vous êtes, vous, au final, plutôt 100% inbound, 100% outbound, ou le mix, on va dire, à la Pauline, à 50-50, vous semble la bonne option? Alors, normalement, si vous êtes cohérent, si nous sommes cohérents, on va avoir une nette majorité, c'est le cas, 50-50. Xavier, si on essaie de se projeter un petit peu sur les étapes pour finalement arriver à une machine à lead qui arrive à articuler les deux, on s'est dit qu'on allait essayer de mettre en avant 4 étapes, 4 briques les plus importantes sur le sujet. Alors, si ça te va, je me lance. Alors, évidemment, vous allez dire nomination, on est un peu centré data, évidemment, mais pour nous, c'est clair, net et précis. La segmentation est un élément hyper important comme première brique. Je pense que Pauline, tu as dû citer à peu près une quinzaine de fois ton CRM, la base, le fait la nécessité de la qualifier, la nécessité de la faire vivre. C'est une réalité.
au plus vous segmentez votre data, au plus vous segmentez votre donnée, au plus vous êtes en mesure d'identifier les bons prospects et donc d'allouer le temps nécessaire uniquement sur le périmètre pertinent. Donc pour nous, la première étape vraiment clé, c'est cette segmentation. Une fois qu'on segmente, en plus, ça permet, et je pense que Xavier, fan de la data aussi, ça permet d'améliorer la mesure. Exactement, parce qu'en fait, et ce qui est hyper important, c'est que cet effort de segmentation, dont on a vu qu'il était essentiel, il y a maintenant des bases qui permettent de le faire, avec de l'ABM, on est encore dans l'hyper-segmentation. Ce qui est hyper important, c'est que cette segmentation puisse être répercutée sur la mesure, donc typiquement ce qui va se passer sur le site web, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à lire les résultats inbound, outbound, et de finalement gommer ces frontières qu'on a créées dans le temps, puisque finalement, dès lors que on arrive à repérer l'entreprise et la segmenter sur ce qu'elle fait et mesurer son comportement, on va pouvoir finalement faire contribuer aussi bien la partie inbound qu'outbound à la génération de leads ou à l'identification des opportunités. Donc cette étape mesure, elle est essentielle, et pour ça, il faut être capable de repérer. C'est pour ça qu'on a créé Exit30, repérer les entreprises, repérer leurs segments et pouvoir se dire, voilà ce qui s'est passé suite à l'ensemble de nos actions, ou voilà ce qui se passe quand spontanément telles entreprises viennent sur mon site. Alors évidemment, là, on a partagé une machine à lead particulièrement bien huilée, et on a l'impression que ça a toujours fonctionné comme ça, mais pour de vrai, évidemment que tout ça se construit étape par étape. N'essayez pas de vous lancer peut-être tout de suite sur quelque chose de très sophistiqué. Nous, ce qu'on a tendance à voir comme démarche qui fonctionne le mieux, c'est souvent de commencer par un bout de l'histoire. Ça peut être une problématique particulière, ça peut être défricher un nouveau secteur, ça peut être lancer une nouvelle offre. Bref, commencez par un petit bout sur lequel vous allez pouvoir, sans forcément tout bouleverser votre organisation, être en mesure de commencer cette articulation des premiers contenus pertinents d'experts vous permettant d'avoir une certaine légitimité dans le discours, des actions sortantes pour pouvoir aller diffuser ce contenu, et ensuite travailler ces leads qui vont être générés, une fois de plus, soit par votre dispositif inbound, soit par votre dispositif outbound. En tout cas, étape par étape est un élément clé. Là, Pauline vous a présenté finalement le résultat de plusieurs années d'expérimentation pour arriver à mettre en place une organisation de type machine à lead aussi efficace et adaptée à la double problématique de Pauline, à la fois des énormes paniers moyens avec peu de volume, et puis une problématique légèrement différente sur, on va dire, la deuxième partie de sa gamme. Dernier point, et je pense que là, c'est une conviction très très forte que tu partages à chaque fois qu'on se croise, Xavier. Absolument, et qui en a encore vu aujourd'hui avec le travail qu'a fait Pauline, qui est cet alignement sales marketing, puisque on a des bouts de processus qui s'exécutent historiquement dans des équipes un peu souvent déconnectées. Un des vrais bénéfices de mettre en place et de réarticuler, on va dire, ces processus entre eux, ça passe par un alignement. On a parlé d'organisation, de process. Il y a de la data, il y a des outils, mais il y a aussi du process qu'il faut mettre. Pauline a partagé, elle a séquencé les choses, elle a fait des points le lundi, elle a fait des points 15 jours après. C'est cette communication et cette itération. Tu parlais d'étape par étape, et effectivement, l'alignement sales marketing, c'est forcément itératif. C'est on regarde, on ajuste, on mesure, on corrige. C'est le sens du gros marketing d'ailleurs, c'est d'être pas dans quelque chose un peu en effet tunnel, mais toujours être capable de faire progresser. Et c'est un des secrets, à mon avis, de ce qu'a réussi Pauline, aussi avec des aspects organisation. Elle a les SDR chez elle, ce n'est pas le cas chez toutes les organisations. Ça peut donner des idées, et je pense qu'effectivement, l'important, c'est, in fine, d'arriver à bien définir ensemble ce que l'on veut voir, les prospects qui font sens, et que tout le monde soit concentré sur le même objectif. Une fois qu'on fait tout ça, au-delà du cas particulier de TVH, est-ce que tu peux nous partager quelques insights sur la performance qu'on peut espérer, qu'une organisation peut espérer quand on arrive à articuler tous ces éléments, à la fois d'outils, de data, de process? Oui, alors effectivement,
Voilà. Ça, on commence à avoir pas mal de recul puisqu'on accompagne à peu près, on a accompagné 1 millier d'entreprises maintenant à date depuis le lancement de la plateforme en 2017, donc, et de tout secteur, toute taille. Donc on commence à avoir, on va dire, de données significatives. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, quand on a mis en place un dispositif abouti, industrialisé comme l'a mis Pauline, c'est qu'on va avoir une première efficacité importante. On va tripler l'efficacité de la partie SDR, donc prise de rendez-vous, par rapport à de la prospection à froid, tout simplement parce qu'on va être au bon moment et on va travailler essentiellement sur des sites bien définis. Donc, le fait de s'aligner sur une détection d'opportunité à un instant T, finalement, réaccélère l'ensemble de la performance. Donc, première chose, ça va être une performance directe par rapport à la prospection froid, un volume également de lead MQL qui est de l'ordre de grandeur de 10 fois ce qui, en général, était traité en provenance du marketing sur de la conversion directe. Et donc, avec une vraie logique de flux et de qualité de traitement, alors qu'en plus, comme le fait Pauline, on est sur un nombre plus limité et avec de l'enrichissement humain, on est encore plus quali. Mais même quand on descend sur des sociétés un peu plus volumineuses, on arrive à maintenir, on va dire, un niveau de qualification intéressant. On arrive par ce biais-là aussi à jouer sur la joignabilité, parce que même si ça devient compliqué, c'est toujours entre 35 et 50% de joignabilité après de multiples tentatives. Malgré tout, c'est un peu une évidence, mais quand on appelle des prospects qui ont un sujet et quand on aligne les processus inbound à outbound, ben, finalement, on arrive au bon moment. Et donc, Pauline parlait des 3 ou 6 mois qu'elle avait gagnés. En fait, c'est d'arriver dans le bon timing. Et l'essentiel, c'est que derrière, on arrive notamment à démontrer que la performance de la conversion en vente, de la transformation, est supérieure aujourd'hui sur un certain nombre de nos clients sur des leads qui ont été qualifiés par ce processus par rapport à de l'entrant pur qui a aussi ses biais. Il y a aussi des gens qui viennent se renseigner pour voir. Et donc, finalement, ça vaut le coup de faire de l'effort en amont pour bien regarder et trier et aligner ces processus parce qu'on le gagne à la fin en transformation. Alors, nous arrivons un peu à la fin de notre webinaire. J'ai vu que Pauline avait répondu à pas mal de questions complémentaires en direct dans le chat. On s'était dit qu'on allait peut-être prendre les dernières minutes pour un peu élargir le sujet. Inbound, outbound, bon, on va dire, ça y est, c'est fait, c'est coché. C'est quoi la prochaine étape, à ton avis, Xavier? Ou d'ailleurs, Pauline, est-ce que toi, tu as une prochaine étape, maintenant que ta machine tourne bien? La prochaine étape, c'est toujours les prochaines structures qui arrivent, donc la cybersécurité. Comment on intègre, d'ailleurs j'en ai parlé à Xavier, j'avais une idée d'évolution sur la plateforme Ketanti, mais comment du coup on intègre pour faire plus facilement du cross-selling entre toutes nos offres sur des prospects qui sont différents. ERP, historiquement, on est sur des sociétés privées. La BI, c'est un mix public-privé et la cyber aussi, mais plus avec de public. Donc, comment, du coup, sur une même plateforme, je vais pouvoir identifier ceux qui viennent visiter le site cyber. Alors, la BI, ça a été réintégré, mais j'ai mon autre dont je vous parlais de tuto. Et le RP, et en me disant, ils viennent de différents, ils ont visité plusieurs pages, mais donc, du coup, j'ai encore plein d'histoires à leur raconter. Donc ça, dans une même plateforme, ce serait l'idéal parce que demain, la croissance arrivant, il va falloir qu'on structure ça, qu'on continue, je pense, cette lancée, mais en regardant davantage peut-être les stratégies sur les paniers un peu plus bas, parce qu'on a bien fonctionné sur le RP et on arrive très bien à vendre la BI sur nos clients ERP, donc ça va, on vend la BI sur d'autres clients, donc ça va, mais je pense que il va falloir aussi peut-être structurer différemment l'équipe marketing et les SDR, on y réfléchit déjà. Et après, moi, je me pose tout simplement la question de c'est quoi demain? Il y a eu l'inbound, il y a l'outbound. Est-ce que demain, on s'en va vers d'autres tendances? Revenir au one-to-one. Alors là, c'est un webinaire super, il y a beaucoup de gens. Sur le RP, on n'a jamais autant de personnes. Et ça va avec le peu de leads, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des nouvelles tendances qui arrivent demain dans le marketing? Et est-ce qu'il y a des nouvelles choses à faire, en fait, pour toujours être un peu à la pointe ou en amont
sur ces sujets. Xavier, si tu avais un pari à faire sur le prochain truc qui va bien fonctionner après l'inbound. Alors, moi, c'est vraiment sur des sujets sur lesquels on travaille vraiment en ce moment autour de l'intelligence artificielle conversationnelle, c'est-à-dire en fait faire en sorte que on puisse aider finalement nos commerciaux qui sont en première ligne, en fait, ceux qui vont être en interaction avec de l'information riche telle que l'équipe marketing est capable aujourd'hui de la collecter. Et il se trouve que les nouvelles formes d'intelligence artificielle permettent vraiment d'aider à rendre encore plus quali, encore plus personnalisé la prise de contact. Ce qui aujourd'hui nécessite les 15 minutes d'intelligence et aussi de la rédaction, voilà, dont tout le monde n'est pas capable d'ailleurs. Demain, on voit apparaître des outils de type IA conversationnel qui vont aider, pour moi, de manière assez fondamentale, les équipes commerciales à incorporer tous ces résultats d'inbound et outbound dans leur prise de contact et que tout ça soit beaucoup plus quali et on sorte des robots d'email ultra stéréotypés, pseudo-personnalisés pour avoir quelque chose de vraiment très quali. Donc ça rejoint un peu ce que disait Pauline dans la personnalisation encore plus fine, mais cette fois-ci aidée par de la technologie encore plus pointue. On est tous d'accord, hein, l'automatisation a ses limites et on a tous envie en même temps de donner des outils à nos équipes commerciales et nos équipes marketing pour aller sur ce qu'on appelle la personnalisation en masse. Sauf que bon, pour l'instant, je ne sais pas si de temps en temps vous êtes vous aussi victime de boucles de messages automatisés, pas forcément toujours personnalisés. Donc on voit qu'il y a encore pas mal de choses. Nous arrivons à la fin. D'ailleurs, je vois qu'il y a des gens qui commencent déjà à nous quitter. J'imagine qu'on a tous des agendas bien remplis. Je voulais encore te remercier, Pauline, pour ton temps et pour tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment très, très, très passionnant. Merci beaucoup, Xavier, aussi. Et je pense que tout le monde aura apprécié et la vision expert de Xavier et puis ce retour d'expérience particulièrement riche de Pauline. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toute l'audience. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci à tous les deux. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.